Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans cette émission interview de la semaine qui reçoit Kémy Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste. Il est de passage au Mali et il a bien voulu nous accorder cette interview pour que ensemble nous parlions des raisons de sa présence ici au Mali et les différentes activités qu'il compte mener avec son organisation. Merci Kémy Séba. Bonjour mon cher frère. Alors, de façon explicite, si vous pouvez nous parler un peu de l'ONG Urgence panafricaniste. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, même si c'est quand même, je pense, dans la société civile, une organisation qui se fait entendre depuis un certain nombre d'années de par ses activités, on est une organisation qui a une démarche bicéphale, une branche sociale, d'accord, caractérisée par notre axe programmatique qui est l'ALODO, qui dans la langue de mon pays en fond B signifie l'entraide. Donc on a un certain nombre de programmes d'activité sociale, de distribution de matériel médical, des programmes de microcrédit aussi qui sont distribués auprès des familles les plus précarisées dans un certain nombre de pays, parce que on est fatigué de voir les ONG occidentales venir se présenter comme les sauveurs du continent africain. On veut montrer aux Africains qu'on peut se sauver nous-mêmes, voilà, et qu'on n'a pas besoin systématiquement de l'autre, de l'extérieur, pour pouvoir régler nos propres problèmes. Voilà. Donc, dans cette démarche-là, c'était l'axe principal à la base de l'ONG. Mais très rapidement, on chasse le naturel, mais il revient au galop. La question de la lutte contre le néocolonialisme est devenue le centre de gravité, bien évidemment, de notre démarche organisationnelle, de telle sorte que la lutte contre la France-Afrique, la lutte contre le globalisme néolibéral, la lutte contre le néocolonialisme de manière générale, s'est inscrit dans l'agenda de nos activités. Et comme vous le savez, la question de la souveraineté monétaire, la question de la souveraineté politique ou militaire, on en a fait nos chevaux de bataille. Et aujourd'hui, on peut dire quand même que le combat de l'ONG Urgence panafricaniste sur ces deux axes, sur ces deux têtes, sur ces deux terrains, sur ces deux voies, imprègne une bonne partie des sociétés civiles africaines francophones. Entre guillemets francophones. Okay. Alors, quel est l'objet de votre présence au Mali? Très simplement, diverses raisons. La première, c'est qu'on est dans la logique de l'aménagement de notre local, d'accord, dans lequel vous êtes ici, qui sera donc notre pied à terre officiel pour l'ONG Urgence panafricaniste dans les prochaines années en Afrique francophone. On a choisi le Mali parce que nous estimons que le Mali est aujourd'hui la capitale de la lutte contre le néocolonialisme. C'est la capitale de la souveraineté africaine, avec ses réussites et ses échecs. Hein. Tout n'est pas parfait, tout ne va pas bien, ce serait mentir que de dire cela, mais pour des militants de notre génération, au XXIe siècle, le Mali est ce que l'Algérie était, je pense, au XXe siècle, dans les années 60, un pays qui ose dire non, avec tout ce que cela comporte de pression, de tension, de scansion et de tentatives de déstabilisation émanant des forces exogènes, aidées, il est vrai, par certaines entités endogènes. Donc, on est là pour aménager notre local, de un. Voilà, donc Bamako est la capitale de cette lutte pour la souveraineté africaine en ce début du XXIe siècle. Et donc, il était important que nous soyons là à la fois pour aménager nos locaux, mais aussi de deux, pour mener nos activités sociales comme nous le faisons de manière générale partout où nous allons, partout où nous nous installons, partout où nous nous déplaçons en Afrique ou dans la diaspora. Et enfin, voilà, toujours cette même logique de pouvoir tisser lien avec nos partenaires, ceux avec qui on lutte pour ce processus de souveraineté africaine depuis des années à Bamako. On a commencé à militer, Ibeka était encore président, il m'interdisait de rentrer dans ce pays à l'époque parce qu'il trouvait que nos activités étaient dangereuses pour son ordre public à lui. Des années plus tard, on a réussi à faire en sorte, avec d'autres évidemment, que le pays change de visage et que la gestion du pays soit différente. Donc je pense que c'est une victoire sur bon nombre de points et c'est un compagnonnage entre des patriotes de divers horizons qui veulent une seule chose, l'autodétermination de nos populations. Alors, vous avez été, en tout cas au Mali, vous avez participé à pas mal de meetings pour ce changement-là. Et de nos jours aussi, on vous demandait de faire une appréciation de cette lutte entamée au Mali. Moi, je dirais que le Mali est aujourd'hui un phare de la résistance. Ça, c'est d'un œil extérieur, d'accord. C'est le pays aujourd'hui qui ose dire non de la manière la plus compacte, de la manière la plus explicite, de la manière la plus, comment dirais-je, la plus autodéterminée. Ils sont dans une logique aujourd'hui de dire qu'il faut que le paradigme africain, politiquement parlant, soit entendu. Je pense que c'est très important. Après, évidemment, comme dans toute lutte, il y a des réussites, il y a des choses qui sont moins réussies, il y a, comment dirais-je, un certain nombre de personnes qui
placent leurs espoirs sur le régime et vous ne pouvez jamais satisfaire tout le monde. Donc ça, c'est quelque chose qui est du domaine du réel. Je vais dans les rues, hein, j'entends ça et là des gens qui disent oui, mais le régime, est-ce que... Et je leur dis toujours, il faut donner du temps au temps. Le régime fait de son mieux. Le régime a énormément de pression. Et il y a des choses qui doivent être améliorées. Je pense qu'il faut qu'on consolide la cohésion de la nation, c'est très important. On a un ennemi puissant en face, qui n'est pas simplement l'élite française, mais l'Occident, l'oligarchie occidentale. Il ne faut pas qu'on facilite la tâche à nos ennemis en nous divisant à l'intérieur. Donc, moi, mon message est un message en priorité d'unité, de solidarité, et ça va de tous les spectres, hein, des communistes qui sont, certains qui sont en disgrâce, que ce soit des gens comme Oumar Mariko, qui est mon grand frère que j'aime énormément. J'aimerais vraiment qu'il puisse retrouver la paix, dans son propre pays, qu'il puisse retrouver un dialogue avec les autorités, que les autorités puissent retrouver un dialogue avec Mariko, c'est important. Je pense, je vais en profiter pour rebondir sur le cas de Doumbi Fakoli, l'écrivain, qui a choqué beaucoup de gens ici, et je le comprends. Parce que je pense que l'acte que le jeune a posé en marchant sur le Coran est un acte irresponsable. On ne crache pas sur la foi des gens. Ça, c'est la chose sur laquelle on ne doit pas toucher. Si vous voulez valoriser quelque chose, un aspect de la culture africaine, valorisez-la, mais ne crachez pas sur les autres. Moi, je pense que ça, c'est une erreur. Mais une fois que cela est dit, et que c'est une erreur qui doit être condamnée d'une façon ou d'une autre, donc je pense qu'il faut qu'on puisse trouver, toujours dans cette logique de l'arbre à palabre, cette possibilité de parler. L'Afrique s'en sortira dans sa diversité, dans sa pluralité d'opinions, dans sa pluralité d'expression spirituelle. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Mais maintenant, il y a diverses façons pour un certain nombre de peuples de l'aborder. Il est écrit dans certains livres que Dieu a envoyé des messagers qui parlaient la langue des peuples dans lesquels ils étaient envoyés. Donc chacun a ses réalités, a ses particularités. Il faut qu'on soit capable de se coordonner, d'accord, de s'écouter et d'avancer. Et je terminerai en parlant de mes petits frères qui seront mes petits frères jusqu'à ma mort, et que j'aimerais toujours jusqu'à ma mort, s'il plaît à Dieu. C'est le mouvement Yerewolo. J'ai entendu beaucoup de polémiques ces derniers temps sur le responsable, mon petit frère Adama Ben Diarra, qui est un petit frère que j'estime énormément. Et je peux dire que tout ce que j'entends sur lui n'est pas fondé. C'est quelqu'un qui aime son peuple à en crever, qui aurait pu être très riche s'il avait accepté beaucoup de choses qu'il a refusées. Donc quand j'entends des gens dire qu'il est là pour l'argent, je trouve pas ça sérieux. Et je crois que de la même façon, quand il y a des incompréhensions, il faut parler. Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir collectivement notre souveraineté. Je pense que c'est très important que l'on puisse intégrer les choses de cette façon. Alors, Kémy, vous luttez ardemment pour l'abandon du franc CFA, que vous estimez par la France au profit sinon au détriment des colonies, de ses ex-colonies. C'est comme ça que vous qualifiez le franc CFA un franc d'esclavage. De manière très synthétisée, hein. Mais oui, c'est ça. Voilà. Donc, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour qu'un jour nous puissions abandonner ce franc? Écoutez, le travail, je pense on n'est même plus à ce débat. Le débat a déjà été fait depuis un certain nombre d'années, et même les pays de la CEDEAO contre lesquels j'ai un certain nombre de critiques, les pays anglophones, ont pris déjà le pas de la démarche qui est la nôtre. Il y a un débat aujourd'hui qui se déroule au niveau des États. Il y a les colonies françaises qui veulent un taux de change fixe arrimé à l'euro. Et il y a les autres qui veulent un taux de change flexible arrimé à un panier à devises. Moi, nous faisons partie de ceux qui prônent un taux de change flexible arrimé à un panier à devises pour s'adapter aux différentes fluctuations de l'économie africaine, qui a ses particularités, qui a ses réalités. Et quand on nous dit que le taux de change flexible, c'est quelque chose qui crée une instabilité, qui crée, qui peut créer de l'inflation et tout ce qui s'ensuit, je rappelle que la première puissance africaine économiquement parlant de la planète, c'est le Nigeria, qui a un taux de change flexible arrimé à un panier à devises. Donc il faut que la France arrête de laver le cerveau aux Africains. Nous, on a fait notre travail au niveau de la société civile, quand je parle avec les officiels de certains pays anglophones, qui disent que vous avez fait votre travail, maintenant c'est à nous de le faire. Il y a eu, malheureusement, la crise Covid, qui a enrayé, qui a retardé ce processus quelque part, parce qu'il fallait qu'il y ait les critères de convergence qui soient respectés au sein de certains nombres de pays pour qu'ils puissent arriver vers justement la monnaie éco souhaités par les pontes originels de la CEDEAO. Je ne parle pas de ceux d'aujourd'hui. Maintenant, on est dans un débat où Macron il a essayé de créer une OPA économique et politique en volant le terme éco, qui était un projet à la base de la CEDEAO, et en maquillant le franc CFA, en faisant de l'éco un franc CFA arrimé toujours à l'euro.
on change le nom, on met ECO. Et en franc CFA Avatar. Oui, exactement, bien vu. Et donc, par rapport à cette situation-là, il est évident que nous n'allons pas dans cette direction. Beaucoup d'Africains ne veulent pas aller dans cette direction. On attend que les débats au niveau institutionnel avancent sur ces questions. Et si on voit que d'ici quelques temps, le débat s'enlise, et volontairement, ils veulent aller vers une autre direction que celle qui est prônée par nous autres, eh bien, nous ressortirons les gens dans la rue. On l'a déjà fait, on le refera. Ouais. Mais ce n'est, comme je le dis, le franc CFA est une porte. Ce n'est pas une... Certains ont fait l'erreur, c'est ça le problème parfois quand on montre la lune, certains ne voient que le doigt. Certains ont fait l'erreur de penser que notre obsession, notre question, c'est notre alpha et notre oméga, c'était le franc CFA. C'est pas vrai. Nous, notre problématique, c'est le néocolonialisme. Mais quand on parle d'une maladie, il faut qu'on puisse être capable pour expliquer aux patients des choses, qu'on puisse trouver quelque chose de palpable pour les gens. Quand on parle du franc CFA, la poissonnière, la vendeuse d'arachides, le boucher, tout ce que vous voulez, tout le monde utilise le franc CFA. Donc c'est quelque chose de concret pour eux, parce que tous ceux qui voyagent savent que le franc CFA, en dehors de la zone entre guillemets franc, on croit que c'est des billets de Monopoly. Personne ne nous respecte avec ces billets-là. Donc ça donne matière à réflexion aussi. Ça facilite les choses pour les entreprises françaises parce que ce franc CFA a été conçu pour que les entreprises françaises puissent faire un certain nombre de gains substantiels, puissent être capables d'importer, d'exporter sans contrôle économique, quel qu'il soit, un certain nombre de matières premières et de production locale ou étrangère de manière globale. C'est une réalité, mais en dehors de ça, pour nos populations, ça ne nous permet pas d'avancer. J'insiste en disant que la balance commerciale des pays d'Afrique de la zone franc est déficitaire. Ça vous donne quand même matière à réflexion sur un certain nombre de points, à l'exception de la Côte d'Ivoire, qui, parce que c'est le pays laboratoire de l'oligarchie française, a tout intérêt à avoir une balance commerciale qui, elle, est positive. Donc, on pourrait développer pendant des heures. C'est une thématique, pendant des années, les gens ont fait croire que c'était quelque chose qui était inaudible pour le peuple. On a dit que c'était juste les économistes qui devaient en parler. C'est qui est une ineptie. Celui qui étudie un minimum la question du franc CFA, j'étudiais le franc CFA déjà, j'avais 24 ans, j'en ai 40 aujourd'hui. C'est quelque chose qui concerne tout le monde. C'est un problème politique avant d'être un problème économique. Okay. Voilà. Alors, l'une de vos vidéos faites au Sénégal, à Dakar, est devenue virale sur les réseaux sociaux il y a de cela quelques années, dans laquelle on vous voit brûler un billet de 5 000 francs CFA. Si c'était à refaire, vous l'aurez fait? Je le referai 1 milliard de fois. Je pense que la vie, c'est une question d'électrochoc. Quand des gens sont dans un coma, il faut être capable de créer des électrochocs pour réveiller les gens. Et quand je vois depuis 2017 jusqu'où on a avancé sur le terrain de la contestation de la France-Afrique, je me dis qu'on a bien fait de brûler ce billet. Oui. Et que ça a déclenché quelque chose. Rosa Parks, en refusant de monter dans les bus ou de se lever, a créé un électrochoc dans la conscience collective. C'est une réalité. Et bien de la même façon, de se lever, ouais, c'est surtout ça, elle ne voulait pas bouger de son siège. De la même façon, en brûlant ce billet, on a brûlé quelque part... on a commencé à brûler la plantation. Elle continue à brûler aujourd'hui. Donc, si c'est à refaire, on le referait, bien sûr, bien évidemment. On vous a vu dans une intervention à Moscou cette année, dans le cadre d'un sommet. Alors, avec le conflit russo-ukrainien, on assiste à un bouleversement de l'ordre mondial. Et vous croyez que le continent africain a un rôle à jouer dans ce bouleversement-là pour se faire entendre un jour dans les instances dirigeantes? Je vous remercie pour la question. Je pense intensément que la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est pas la guerre entre deux pays. Parce qu'en réalité, le conflit qu'on nous présente, c'est une guerre interethnique entre Caucasiens qui se taperaient les uns sur les autres. C'est plus compliqué que ça. C'est une guerre entre l'Occident et ceux qui résistent à l'Occident. Je le pense du fond du cœur. Il y a eu dans les années 90, les années 80, la guerre froide, dans sa première monture qui était l'opposition entre le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est, entre le bloc capitaliste contre le bloc communiste. Le bloc capitaliste a gagné, a écrasé le communisme et a fini par devenir la religion officielle de la planète quasiment, et a atteint à travers son ultime forme, qui est le néolibéralisme à la fois économique et sociétal, a atteint sa voie suprême de domination. Et face à cette situation, constatant le danger du déracinement lié à cette problématique du néolibéralisme, aussi bien sociétal qu'économique, excusez-moi, on va reprendre aussi bien sociétal qu'économique, ce qui s'est passé, c'est que certains peuples, à un moment donné, ont dit qu'il est important que chacun puisse préserver son identité et puisse préserver sa propre façon de gérer la vie en société. Donc il y a eu la Russie, il y a eu la Chine,
il y a en Amérique du Sud des pays comme le Venezuela, en Amérique centrale comme Cuba, il y a l'Iran et l'axe chiite au Moyen-Orient qui sont dans cette logique-là de refuser l'uniformisation prônée par l'Occident. Et je pense qu'on est dans une situation où l'Africain doit aussi prendre ses responsabilités et doit arrêter d'être spectateur ad vitam aeternam du monde dans lequel il est installé. D'autant plus que nous sommes à la base, parce que père et mère de l'humanité, le centre de gravité de cette même humanité. Alors, quelle doit être la marche à suivre pour le continent africain dans ce bouleversement de l'ordre mondial? Je pense que vous remarquez qu'aujourd'hui, parce que tout le monde a compris l'importance à la fois des voies africaines et des ressources africaines, tout le monde est dans un concours de quels seront ceux qui nous séduiront le plus pour qu'on penche de leur côté. On a vu Macron nous faire une tournée indécente. On est sur une chaîne religieuse, donc je ne vais pas me permettre d'avoir des propos indécents par rapport à son comportement, mais c'était vraiment humiliant, c'était gênant pour lui. De l'autre côté, les pays opposés à l'Occident ont compris l'importance aussi de parler un autre langage au continent africain. Nous, étant donné que nous connaissons les méfaits, l'aspect cancérigène sur le terrain géopolitique de l'Occident, il est évident qu'on a l'oreille beaucoup plus tendue du côté de ceux qui combattent l'Occident. Donc, ce qui fait qu'on peut parler avec l'Iran, on peut parler avec la Russie, on peut parler avec la Chine, même si j'ai beaucoup de distance critique sur bon nombre de points par rapport à leur comportement. Mais je sais aussi que la géostratégie, c'est pas les feux de l'amour. Donc, parler ne signifie pas être avec eux sur tout. On peut échanger, on peut discuter. Et le plus important, c'est que l'Afrique puisse trouver sa propre voie. Et je vous le dis parce que c'est important qu'on le rappelle, si des dirigeants africains étaient assez intelligents pour comprendre qu'à nous seuls, nous sommes le monde, 54 États, c'est pas petit, je peux vous assurer qu'on ne serait même pas dans cette démarche géopolitique parce qu'à nous seuls, nous sommes la définition de la géostratégie. Sur le continent, dans la diaspora, nous sommes la majorité du monde. Malheureusement, on est dans une situation où nos élites africaines se délitent complètement, ne sont pas en adéquation avec la volonté de leur population, et donc on est obligé de trouver des autres espaces de réenracinement et de réappropriation de nos propres forces. C'est important. Donc si on doit s'approvisionner vis-à-vis d'autres entités qui nous permettent de pouvoir consolider notre schéma politique de résistance et d'autodétermination, eh bien on le fait. On se détermine nous-mêmes, mais on prend les moyens et les différents outils que nous avons à notre disposition. C'est dans ce cadre-là que nous avançons. Okay. Parlons du Mali. Les nouvelles autorités du pays n'hésitent pas un seul instant à rappeler à l'ordre les Occidentaux chaque fois que l'indépendance du Mali, l'indépendance du Mali est mise en cause par ces Occidentaux-là. Et qu'est-ce que vous voyez en cela venant des autorités maliennes? Un acte qui est dans la logique stricte de ce qui se passe un peu partout en Afrique francophone depuis ces dernières années. Quand la société civile bouillonne sur le panafricanisme et décide d'avoir une voix qui est celle de l'autodétermination, de la souveraineté populaire, eh bien, un État qui se veut être en harmonie avec les questions de son temps ne peut que suivre cette logique en étant dans ce processus aussi de souveraineté. C'est pas le Mali qui a entraîné qu'il y a une question de souveraineté générale qui se déroule à l'échelle africaine. C'est la société civile africaine qui, depuis un certain nombre d'années, a poussé à l'émergence, quelque part, un certain nombre de responsables politiques institutionnels qui prennent leurs responsabilités, qui sont en adéquation avec, justement, nos revendications. Donc, je pense que ce que fait le Mali est digne et courageux, qu'il faut continuer sur ce chemin, ne pas s'éparpiller et toujours se rappeler qu'on a deux ennemis. On a le terrorisme officiel qui est le financier, l'oligarchie occidentale, et les ramifications de ce terrorisme occidental matérialisées par ce qu'ils appellent de manière impropre les djihadistes, alors que le djihad c'est des forces suprêmes, c'est la guerre suprême à la base, djihad naft et force suprême contre soi, et aussi maintenant la guerre sainte contre ceux qui sont les ennemis de la foi. Donc il y a une dimension de la foi, quelle que soit l'orientation des gens, mais donc il y a une dimension quelque part dans ce combat de lutte contre ceux qui désinforment. Ceux qui se désinforment sont ceux qui se présentent comme étant ceux qui informent réellement. Et donc il y a une inversion des valeurs, mais nous sommes quelque part à l'heure du réel, de la vérité, de la justice, et nous avancerons contre vents et marées, quels que soient les obstacles qui s'opposent à nous. Nous vivons une crise depuis 2012 et malgré la présence des superpuissances, la communauté internationale au chevet du Mali, la situation va de mal en pire. Comment expliquer cela? Parce que la communauté internationale a tout intérêt à ce que la situation n'aille pas mieux ici. Vous voyez que quand la communauté internationale veut aider un pays, il suffit de voir comment ils font avec leur pion Zelensky. Quand ils veulent aider un pays, ils aident un pays. Ouais. C'est tout l'Occident qui déverse des milliards à l'Ukraine. C'est pas quelque chose qu'ils ont déboursé, ne serait-ce qu'un millième ou un milliardième
aux autorités maliennes. Parce que le Mali n'est pas un pays et n'est pas une zone où les Occidentaux, l'oligarchie occidentale, voudraient que la paix se propage. C'est tout. Ils ont besoin de la déstabilisation pour pouvoir avoir accès aux ressources. Je pense que c'est du domaine de la logique. Le désordre permet l'accès aux ressources. Et ça permet de faire venir des troupes qui prétendent vouloir rétablir la sécurité, mais qui ne rétablissent aucune sécurité, et qui, pendant qu'ils sont présents, sécurisent l'accès justement aux matières premières, aux ressources minières de manière générale. Au cours de votre présence au Mali, vous aurez rencontré les autorités du Mali? Je sais pas quelque chose que je dis de manière générale. Je dis jamais ça en avance. Et bien souvent, quand on rencontre les autorités, on n'est pas obligé de toujours en parler. Ouais. Voilà. D'accord. Et si l'occasion se prêtait, quelle pourrait être, en tout cas, la quintessence? Il y a beaucoup de sujets de discussion. Et comme je vous ai dit, si je les vois, c'est pas quelque chose que je dirais. Ok. Voilà. Alors, nous allons malheureusement vers le terme de l'émission, la fin de l'émission. Si vous avez un mot de la fin pour... Je vous remercie pour déjà cette interview, je vous remercie pour ces questions importantes et j'encourage le Mali dans toutes ces manifestations et dans toutes ces expressions à tenir bon. Parce que le combat qui est mené au Mali est un combat non pas pour les Maliens uniquement, mais pour les Africains dans leur globalité. Et en tant qu'Africain fondamental qui essaie de tout faire pour faire avancer la cause de nos semblables, je vous le dis, je considère le Mali comme la capitale de la résistance africaine au XXIe siècle. Okay. Merci. 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 Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour cette émission interview de la semaine qui recevait Kémi Séba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, ayant pour vocation la lutte pour l'indépendance vraie du continent africain et la lutte contre la monnaie CFA en Afrique francophone et contre les bases militaires françaises au Mali. Voilà, avec lui, il était question de savoir le but de sa présence chez nous au Mali. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Merci.